parler de cette belle aventure de la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un projet à mains égards assez ancien, puisqu'il est pratiquement aussi vieux que le démontage de la flèche elle-même, qui s'était, j'y reviendrai dans un instant, qui a eu lieu en 1845-46. Donc la flèche est déjà en fait un très ancien projet, mais voilà, qui a il y a quelques années retrouvé une très vive actualité. Alors on va vous parler de ce projet principalement sous l'angle des démarches de médiation et de sensibilisation auprès du grand public, sensibilisation au patrimoine, qui accompagne ce merveilleux projet architectural. Alors, tout d'abord, quelques mots, mais vraiment très rapides, sur cette basilique de Saint-Denis, basilique cathédrale, que vous connaissez certainement, qui est un monument national absolument extraordinaire à travers comme sur le plan architectural, historique, et pour les trésors qu'il contient. Je pense notamment à cette fabuleuse collection de sculptures funéraires qui constitue la nécropole royale de Saint-Denis. Mais c'est un monument qui a très longtemps été délaissé. Il n'y a pas eu de restauration vraiment significative de la basilique de Saint-Denis pendant des décennies, et jusqu'aux années 2010-2012, où enfin des travaux importants de rénovation et de restauration sont engagés sous l'impulsion de l'architecte en chef des monuments historiques, Jacques Moulin, qui entreprend la restauration de la façade. Alors vous avez ici sur l'image de droite une image de la façade avant sa restauration, et qui toute noircie par la pollution, et qui a retrouvé je dirais pratiquement tout son éclat depuis 2015 et la fin des travaux. On a également eu une très belle restauration de la rose sud de la basilique. Le chantier a été déséchafaudé il y a à peu près un an. Vous pouvez donc aller admirer cette rose dans la basilique, et on est actuellement en train de déséchafauder les travaux de restauration des vitraux du double déambulatoire dans le chevet de la basilique, voilà, qui signale un intérêt renouvelé, notamment des services de l'État, propriétaires du monument, pour lui faire retrouver un peu de son lustre. Mais c'est aussi un monument qui demeure néanmoins encore un peu délaissé par le grand public, puisque c'est seulement le 10e monument le plus visité en Île-de-France, et il y a tout simplement 100 fois moins de visiteurs à la basilique de Saint-Denis qu'à Notre-Dame, pour un intérêt qui, vous l'imaginez bien, n'est pas 100 fois inférieur. Alors, ici, quand même, quelques éléments sur le prestige de cette basilique, qui, comme vous le savez peut-être, est le berceau du style gothique. C'est à Saint-Denis que le style gothique a véritablement été inventé, bien avant Notre-Dame et bien avant la grande aventure des cathédrales au XIIe et au XIIIe siècle. C'est aussi un lieu prestigieux par ses relations avec le pouvoir. Je rappelle que l'abbé Sugère, par exemple, a longtemps, pendant quelques années, assuré la régence du royaume de France, des liens extrêmement étroits donc avec le pouvoir royal, une influence extrêmement importante et une très grande richesse. Mais son prestige est dû également à son rôle et son histoire, son lien avec l'histoire architecturale, et en particulier avec cette grande aventure des flèches au XIIe siècle, puisque la flèche de Saint-Denis a constitué véritablement le paroxysme de cette aventure. La flèche de Saint-Denis, comme les flèches qui l'ont un peu précédé, celles qui vont suivre, étaient, comme le disait Alain Erland-Brandebourg, les fusées Apollo du XIIe siècle, c'est-à-dire le moment où toutes les connaissances techniques, scientifiques de l'époque sont réunies pour réaliser ces ouvrages d'art que sont les flèches. Et donc la flèche de Saint-Denis, elle a dominé le ciel d'Île-de-France pendant près de 700 ans, jusqu'à, alors je viens à la période un peu plus sombre du 19e, puisque, comme vous le savez peut-être, le sort s'est un peu acharné sur cette flèche, puisqu'en 1837, elle est frappée par la foudre
Alors, c'était pas la première fois que ça arrivait, mais cette fois-là, vous le voyez d'ailleurs sur l'image ici, c'est un dessin de François Debré qui montre d'ailleurs les traces du foudroiement de la flèche, qui ont considérablement fragilisé l'édifice, et à tel point qu'il a été nécessaire de démonter la flèche une première fois en 1837, avec un débat même à l'Assemblée nationale pour savoir ce qu'il faut consolider ou démonter pour reconstruire. À l'époque, on n'a pas vraiment les moyens de consolider, moyens techniques j'entends, et donc c'est le choix de démonter, assez classique, démonter pour remonter. Donc c'est ce que fait François Debré en quelques mois. Malheureusement, ça, il ne le sait pas à ce moment-là, c'est vraiment Viollet-le-Duc quelques années plus tard qui va s'en rendre compte, et on le sait bien aujourd'hui. Il y a un problème structural sur le massif occidental de la basilique, qui est mal fondé. Les fouilles actuelles, si vous allez à Saint-Denis, vous voyez que la basilique est entourée d'une palissade de chantier. On est en train d'engager les travaux de consolidation du monument, notamment de sa partie occidentale. Le massif occidental n'était pas en capacité de pouvoir supporter à nouveau 2400 tonnes de pierre. Et donc, quand un ouragan, la trombe de Montville, frappe à nouveau Saint-Denis, pas seulement Saint-Denis, hein, c'est toute l'Île-de-France qui est concernée, avec des centaines de clochers et des centaines de victimes qui sont touchées, eh bien la flèche menace à nouveau de s'effondrer. Et pire encore, on voit même commencer le clocher nord et la façade se lézarder. Donc la décision est prise, et là c'est Viollet-le-Duc qui sera à la manœuvre, de démonter une deuxième fois la flèche de Saint-Denis. Après, je ne reviens pas dans tous les détails historiques, mais Viollet-le-Duc à l'époque a le projet de reconstruire. Il veut carrément refaire entièrement la façade de Saint-Denis. Encore une fois, je l'ai dit, il a considéré avec raison comme fragile, et il voulait carrément démonter les portails médiévaux, tout le massif occidental, et recréer une nouvelle façade avec 2 flèches symétriques. Ce projet, fort heureusement, ce qui nous a permis de conserver ces joyaux du Moyen-Âge, n'a jamais été financé, et la flèche est restée comme ça. Alors le conseil municipal de Saint-Denis s'est mobilisé pendant des années et des années pour réclamer le retour de la flèche, c'est-à-dire qu'elle a laissé de véritables traces dans la mémoire collective. Il n'y a pas aujourd'hui un restaurant à Saint-Denis, même les restaurants pakistanais, où vous n'avez pas une gravure qui représente la basilique avec sa flèche. Et cette cathédrale qu'on appelle la cathédrale Borgne à Saint-Denis, eh bien, il y a un véritable intérêt, j'allais dire presque populaire, pour la retrouver, qui perdure depuis plus de 170 ans. Et c'est pourquoi, alors je vous montre ici aussi les plans de Debré, les plans du démontage, qui nous sont extrêmement utiles, parce que c'est à partir de ces plans extrêmement précis, qui sont conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, que l'on peut procéder à une reconstruction de la flèche à l'identique. Alors, le projet a retrouvé un peu d'actualité dans les années 90. Toutes les cathédrales de France sont sonnées à l'unisson. Je ne sais plus quelle était la date exacte pour que Saint-Denis retrouve sa flèche. Mobilisation municipale qui va avoir des effets sur le ministère de la Culture, qui va autoriser une première fois la reconstruction, mais qui n'entend pas financer le projet. Ensuite, Saint-Denis s'est lancé dans la grande aventure du Stade de France. Le projet est un peu retombé. Et au début des années 2010, un comité de parrainage est monté avec Éric Orsena à sa tête et un maire de Saint-Denis, à l'époque Patrick Braouezec, qui vraiment mouille le maillot pour trouver la confiance des services de l'État et les convaincre d'autoriser la reconstruction de la flèche, ce qui va être le cas, l'association Suivez la Flèche est créée en 2016, avec pour objectif la reconstruction de la flèche. Depuis 2018, nous avons une convention avec les services de l'État, avec le ministère de la Culture, qui autorise la reconstruction. C'est à Suivez la Flèche qu'il appartenait en revanche de réunir les fonds pour réaliser l'ouvrage. Donc c'est ce qui a pu être fait, notamment la fin de l'année 2020, avec le soutien très fort des départements d'Île-de-France à hauteur de 20 millions d'euros à travers leur outil de péréquation qui s'appelle le Fonds de solidarité interdépartemental par l'investissement. La région Île-de-France a également répondu à l'appel avec un soutien à hauteur de 5 millions d'euros. D'autres acteurs publics et des mécènes sont également au rendez-vous du financement de ce beau projet qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a commencé avec la fouille archéologique qui est en train de se terminer et les travaux de consolidation qui ont déjà un peu commencé, qui vont durer jusqu'à la fin de l'année. Et la flèche elle-même, eh bien, les travaux commenceront au printemps 2024, vers le mois de mars, au mois d'avril. En même temps,
alors je vous montre ici, là vous avez d'ailleurs, vous pouvez voir la magnifique façade restaurée par Jacques Moulin en 2015, et donc le projet donc de remonter la flèche, le clocher nord et la flèche. Alors, l'un des objectifs qu'on s'est donné à travers ce projet architectural, c'est aussi de développer une offre de médiation autour de ce projet. À la grande différence de ce qui peut se faire à Notre-Dame, dans un chantier qui est extraordinaire aussi, mais qui est fermé au public, même si je salue les efforts de Notre-Dame pour donner à voir à travers un certain nombre de dispositifs, notamment numériques, eh bien voilà ce qu'on ne peut pas voir, à savoir le chantier de restauration de Notre-Dame. Nous avons la possibilité, nous, d'accueillir le public dans le cadre d'un chantier visitable, avec l'objectif qu'on s'est donné également d'avoir un chantier visitable véritablement bien ancré dans son époque, à la fois renouant avec la tradition, puisqu'on reconstruit la flèche selon les méthodes anciennes, donc avec essentiellement une taille de pierre manuelle. Donc on aura la possibilité, je vais vous montrer les images tout de suite, de rencontrer un peu comme au château de Guédelon les artisans, les tailleurs de pierre, les forgerons, les maçons, qui vous expliqueront leurs gestes, les outils, mais aussi qui vous inviteront à vous initier à la taille de pierre, au travail du métal, etc., etc. Mais aussi, donc, bien sûr, renouer avec la tradition, mais être pleinement ancré dans l'époque contemporaine, et notamment en ayant recours à toutes les ressources du numérique pour développer des dispositifs de médiation. Et c'est là qu'on a su faire appel à Art Graphique et Patrimoine pour nous aider à développer un parcours de visite qui fait appel à, vraiment, à toutes les ressources possibles du numérique. Je vais rapidement ensuite passer la parole à Florian et juste vous montrer quelques images du projet, donc qui ouvrira au printemps 2024, cette vue axonométrique qui vous montre, voilà, ce qu'on voit ici, c'est le chantier de la flèche, mais voilà, la basilique est masquée évidemment. Donc avec voilà, ces espaces de médiation, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, cette autre vue, et je vais vous présenter rapidement les principaux éléments. Alors, comme je l'ai dit, on est au cœur de la visite. Il y a la rencontre avec les artisans, les tailleurs de pierre notamment. Là, ce sont des images qui sont des images des ateliers de Suivez la Flèche que nous faisons depuis 4 ans en préfiguration du chantier de reconstruction de la Flèche. On accueille entre 4 et 5 000 personnes chaque année sur la rotonde des Valois, donc dans Jardin-Pierre de Montreuil. Et ça, ce sont des images du projet architectural du chantier visitable, avec en haut à droite la loge des tailleurs de pierre, à ma gauche la loge des forgerons, en bas à droite un mini chantier avec des dispositifs pédagogiques et ludiques pour le tout jeune public. Ce sera vraiment destiné à un public de moins de 6 ans. Donc on aura dans la partie bâtie de ce centre d'interprétation plusieurs dispositifs dans le détail desquels Florian va rentrer. Une galerie qu'on appelle didactique, qui est en fait un parcours un peu muséographique qui racontera l'histoire de la flèche. D'abord, pourquoi une flèche, ce qu'était l'abbaye de Saint-Denis, par qui elle a été commandée, comment elle a été construite, quelles sont ses caractéristiques architecturales, et aussi, bien sûr, toutes les mésaventures de la flèche au XIXe siècle qui sont évidemment extrêmement intéressantes. On aura également des dispositifs plus immersifs comme des casques de réalité virtuelle. Ici, vous voyez la salle, et ça, c'est aussi un travail que fait Art Graphique et Patrimoine pour proposer au public de s'immerger dans l'atmosphère d'un chantier médiéval et de s'initier, j'allais dire virtuellement, au métier d'un chantier de cathédrale. Et en bas à droite, une vue en coupe de cet espace qui sera un peu comme l'Atelier des Lumières, un espace de projection d'un film qui évoquera l'histoire de la flèche de manière plus spectaculaire, émotionnelle, voilà, avec des projections d'un film sur les 4 murs et sans doute aussi au plafond. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ma part. Je vais laisser peut-être Florian détailler les missions qui ont été confiées à Art Graphique et Patrimoine pour nous accompagner. Du coup, je commence à prendre la parole. Sur donc comme vous avez présenté Julien, on a dissocié
toute la partie médiation numérique en différentes missions. Donc c'est ce que je vais vous exposer ici. La mission 1 qui est la plus importante, la plus subtile et celle qu'on verra le moins bizarrement, c'est la partie reconstruction de la flèche numérique. Alors je m'explique. Art graphique et patrimoine, on existe depuis 1994. Elle a été montée par un tailleur de pierre qui est champion olympique de taille de pierre, ça existe, et qui a dès le départ voulu apporter le numérique dans le métier de taille de pierre et de numérisation du patrimoine. Notre équipe, donc on est une trentaine de personnes. Dans les 30 personnes qu'on est, on a 8 tailleurs de pierre. Après, on a des infographistes, architectes, etc., développeurs. L'objectif ici, c'est d'accompagner donc les études de l'architecte pour la création des pierres qui vont être réellement réalisées lors du chantier. Donc on se dit ok, pourquoi faire ça? On n'a qu'à mettre 4 murs avec un dessin et ça fait l'affaire. Donc c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est d'amener le numérique sur le chantier et le chantier dans le numérique. Donc là, toutes les pierres sont réalisées. Donc on parle de 20 000 pierres. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la version. Ça paraît assez évident et assez simple, mais il faut penser qu'à l'intérieur il y a un escalier en colimaçon. Il y a des pierres qui sont très 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 complexes et qui mettent plusieurs jours à être réalisées. L'objectif, c'est de réaliser toutes ces pierres-là numériquement. Ça permet d'une part d'avoir déjà le bon nombre de pierres, le bon volume de pierres à réaliser. Donc ça, c'est un premier élément. Ça permet d'initier déjà le chantier de travaux qui va être fait. Et après, comme j'expliquais, on va apporter le numérique dans les travaux dits classiques, dans la taille de pierre. L'objectif, c'est de faciliter aussi la réalisation de ces pierres-là, c'est-à-dire que tous ces plans-là, tout le calpinage va être fait automatiquement, donc supervisé par des tailleurs de pierre bien évidemment, mais on automatise tout, donc on a des développeurs qui travaillent aussi dessus. Pour automatiser le calpinage de toutes les pierres, ça va être envoyé au tailleur de pierre, ça va être envoyé en carrière, c'est-à-dire que quand on va sortir un bloc de carrière, on pourra savoir exactement combien de pierres et quelles pierres peuvent rentrer dedans. Ça permet de dégrossir, donc dans les étapes, on a la pierre qui sort de la carrière, on va dégrossir la pierre, on va dégrossir des blocs 6 faces, qu'on va envoyer ensuite, soit c'est taillé précisément dans la carrière, soit c'est dans l'atelier taille de pierre, soit c'est sur place, c'est possible aussi. Et l'idée, c'est d'avoir un contrôle, un gain de temps, d'énergie et de coût aussi, sur ces éléments-là pour pouvoir travailler sur du flux tendu. L'objectif, c'est pas de construire la flèche en 20 ans, c'est de la faire en 3-4 ans, voilà, en 4 ans. Donc pour la faire en 4 ans, il faut qu'on utilise les outils qui existent maintenant pour pouvoir le faire. Dans un chantier de taille de pierre, on va dire dit classique, il y a beaucoup d'ajustements qui se fait sur place. Donc on va poser le caillou et ensuite les tailleurs de pierre vont devoir ajuster sur place. Ça prend beaucoup de temps. Ça coûte de l'argent, ça c'est un truc. Ça prend beaucoup de temps et ça apporte aussi des approximations. Là, l'objectif, c'est de se défaire de tout ça. Alors il y a quand même un pourcentage de taille qui se fera sur place, mais l'idée, c'est de le réduire au maximum pour gagner énormément de temps là-dessus. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, étant donné qu'on va avoir la flèche en 3D telle qu'elle sera pierre à pierre, et donc forcément telle qu'elle sera au final, on utilise ces données-là pour pouvoir alimenter les autres missions de médiation. Il y aura un film, par exemple, pour expliquer comment se monte une flèche. C'est pas du caillou qu'on superpose comme ça, c'est un peu plus complexe que ça. Donc il y aura un film dans la qualité didactique qui va permettre d'expliquer ces éléments-là. Expliquer aussi le dessin. Il y a quand même un tracé géométrique assez logique là-dessus. Enfin, en tout cas, il y a une logique là-dessus. Ça sert aussi pour certains ateliers, donc les ateliers VR dont je parlerai tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment le ciment qui permet de lier toutes les missions et qui permet aussi donc dans le parcours du visiteur, il va arriver dans cette galerie didactique, va en apprendre un maximum sur la flèche, sur son histoire, sur tous les éléments qu'il y a autour de la flèche. Et l'objectif, c'est que quand il sort de cet élément-là, après, il découvre les métiers manuels. Donc, il arrive avec des bagages, ou en tout cas, il repart avec les bagages nécessaires pour comprendre tout ce qui se passe sur un chantier de taille de pierre. Donc ça, c'est les documents qu'on vous a déjà montré en partie tout à l'heure, mais c'est les documents sur lesquels on part.
en sachant que sur des dessins, il y a toujours un petit peu d'approximation. On est sur de la modélisation 3D, on est précis au millimètre. Donc, bon, forcément, la taille après se fera pas au millimètre, mais on est obligé d'être précis au millimètre pour pouvoir avoir le volume exact des pierres. Il faut qu'on prévoie aussi tous les éléments de joint, en sachant qu'il n'y a que des joints. Donc, il faut qu'on prévoie tous ces éléments-là, et il y a énormément d'ajustements à faire. Donc, il y a beaucoup d'aller-retour qui se fait avec l'architecte, donc avec Jacques Moulin, pour pouvoir définir les bonnes pierres, définir les dessins, traduire les dessins, parce que des fois, c'est difficilement traduisible plutôt. Donc, c'est un peu plus complexe que ce que ça pourrait paraître au départ. C'est pour ça aussi que cette mission-là prend beaucoup de temps. Elle est censée se terminer là, ou elle est terminée. Non, elle se termine ce mois-ci. Donc ça fait quand même depuis le mois de février qu'on est dessus de l'année dernière. Donc ça fait 14 mois. 14 mois, il y a 2 personnes qui bossent non-stop dessus depuis 14 mois. Donc ça vous donne un exemple donc des différents éléments qu'on peut sortir. Là, c'est vraiment donc dans les étapes de production. D'abord, on génère le modèle théorique de la flèche. Ensuite, on va détailler, on va affiner au maximum ce modèle-là. Une fois que la volumétrie est bonne, dans ces cas-là, il y a donc ça, c'est la volumétrie finale de la flèche. Donc ça, ce n'est que la première étape, qui est la partie la plus simple, on va dire. Et ensuite, il y a le pierre à pierre. Et là, le pierre à pierre, donc c'est complexe parce que il y a aussi du vide, il y a du remplissage à faire, à prévoir, à anticiper. Il y a des assemblages à anticiper, les assemblages sur les forces, forcément les forces verticales. C'est un gros travail. C'est un énorme travail d'ailleurs. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Donc c'est vraiment super intéressant et surtout ça permet aussi d'anticiper tout ce qui va se passer sur un chantier. On n'est pas comme je sais pas si la plupart des chantiers se terminent toujours plus tard que ce qui est prévu. Un chantier qui finit à l'heure, j'en ai rarement vu. Notamment parce que des choses comme ça n'ont pas été anticipées avant. On a toujours des imprévus sur un chantier. L'idée, c'est d'en avoir le moins possible et de pouvoir maîtriser le plus possible le temps et les coûts. C'est important de le préciser. Donc, ça vous donne quelques exemples de ce qui a été produit. Donc, dans les missions, on vous a parlé de la galerie didactique. Donc là, on est encore en phase de finalisation de cette galerie-là. Cette galerie-là donc se décompose en plusieurs ateliers, enfin plusieurs espaces qui vont, comme disait Julien, qui vont détailler pourquoi une flèche, comment s'inscrit cette flèche-là par rapport à toutes les autres flèches de France à ce moment-là. Quelle est l'histoire de la flèche, quelle est l'histoire aussi politique qu'il y a derrière. D'ailleurs, sans trop spoiler le truc, il y a aussi un documentaire Arte qui va être réalisé et qui est en cours de production et qui va être donc affiché dans ce parcours-là avec qui on travaille. Donc l'objectif là-dessus, c'est pas juste d'avoir un parcours avec des panneaux. Il y a des éléments, donc on intègre la médiation numérique là-dessus, mais pas de la médiation numérique pour apporter de la médiation numérique. L'objectif, c'est pas de déployer 50 écrans et de vomir des écrans partout, c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est que ça apporte une plus-value. Donc, il n'y a pas des écrans partout, déjà, pour commencer. Quand il y a des écrans, c'est pour apporter un film qui va expliquer en 2 minutes ce qu'on apporterait en 50 000 caractères. Donc, voilà, c'est quand même plus pratique pour les visiteurs. L'objectif, c'est que les visiteurs ne passent pas aussi 4 heures dans cette galerie-là. C'est que, je vous dis une bêtise, mais en un quart d'heure, entre un quart d'heure et 25 minutes, il arrive à avoir l'ensemble de ce qui se passe autour de la flèche. Et il est tous les éléments toutes les clés de compréhension sur quel est l'enjeu de cette flèche-là. Donc ça, c'est ces éléments-là. Il y aura aussi un élément, j'aimerais bien en parler aussi, c'est la poulie. Cet élément-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments ludiques là-dessus. Typiquement, comme je vous ai expliqué, sur la mission 1, on fait toutes les pierres. Donc si on a toutes les pierres, on a tous les volumes, on a tous les poids des pierres. Et l'objectif, c'est d'avoir un appareil, donc un appareil qu'on appelle Figital, qu'on appelle du digital avec de la physique, où les personnes vont pouvoir choisir les pierres. Donc, je dis une bêtise, mais la pierre A3, la pierre B4 et la pierre B12, pourquoi pas. Ils vont les passer sur un élément, ils vont essayer de les porter avec une poulie. Et donc, plus on met de pierres, et plus ce sera difficile à porter. Et l'objectif là-dessus, c'est que les visiteurs, au fur et à mesure, vont choisir les pierres disponibles, ils vont monter la flèche.
Et il y aura un compteur qui nous dira, peut-être au bout de 3 mois, tous les visiteurs ont réussi à monter une flèche. Donc l'idée aussi, c'est d'apporter, de parler à tous les publics. On n'est pas pour parler que sur un public de professionnels, même si on a tout un comité scientifique, on n'en a pas parlé, mais on a un comité scientifique d'experts qui bossent avec nous sur ce projet-là. Et l'idée, c'est d'apporter cette partie ludique pour que ça parle à tout le monde. Donc là, encore la mission 2, donc c'est la galerie didactique, donc il y a tout un parcours qui se termine par le gros cube immersif que vous avez pu voir. Donc c'est un cube de projection. Là-dessus, donc on est encore en discussion là-dessus, mais l'objectif c'est d'avoir un élément de... Alors moi j'appelle ça vulgairement l'effet waouh, mais c'est pas vulgaire. C'est un élément de respiration, c'est-à-dire on a un élément où on va pouvoir se poser, on va pouvoir avoir un film un peu plus onirique sur ce qu'on a pu voir ou ce qu'on va pouvoir voir après, selon le sens où on appréhende ce film-là. Et l'idée, c'est de jouer sur les images et le son plutôt que sur des textes. Donc, il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on met des sous-titres, est-ce qu'on met des textes, est-ce qu'on explique ce qu'on montre. J'étais farouchement contre et j'ai gagné. J'en suis très fier là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer en images, d'arriver à faire comprendre en images l'histoire de la flèche, avec notamment la foudre l'impact de foudre qui est sur la flèche, pourquoi elle a été démontée, les cloches, on n'en parle pas, mais les cloches, c'est vachement important, les cloches qui ont après été fondues pour faire des canons. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Donc, comme je dis, là-dessus, c'est quelque chose de très onirique. Donc là-dessus, on travaille avec Spectre Lab, qui notamment produit les films pour les ateliers des Lumières. Donc, on s'est équipé des meilleurs pour ça. Et l'idée aussi, c'est pas de raconter n'importe quoi. Donc, toutes les images sont choisies. Sur 20 images, on n'en choisit qu'une, on la travaille, on essaye de voir. L'idée, c'est de trouver une logique là-dessus, que ce soit onirique, que ce soit pas disruptif non plus. Enfin voilà, c'est assez complexe, mais c'est passionnant comme travail. Alors la mission 3, c'est la mission qui n'a pas commencé, enfin, c'est la dernière mission qui commencera d'ailleurs. Donc là, l'objectif, c'est de montrer au public le vrai remontage de la flèche. Parce qu'en réalité, quand le public va arriver, ils vont faire la galerie didactique, ils vont voir des échafaudages qui seront bâchés ou pas bâchés, mais ils ne verront jamais la flèche. En sachant que la flèche, déjà, démarre à combien de haut ? Trentaine de mètres de haut. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc pour pouvoir montrer ça au public, il y a un système, donc il va y avoir un trail de caméras qui va être sur tous les échafaudages. Donc les échafaudages vont se monter au fur et à mesure que la flèche va se monter. Donc il y aura un quadrillage complet de caméras qui va filmer donc ce remontage de la flèche. Et alors ça va être, d'une part, ça va être utilisé, l'objectif principal, c'est d'être utilisé pour être diffusé sur des écrans qui seront à l'extérieur du chantier, pour que le public puisse voir les ouvriers en train d'ajuster les pierres ou de poser les pierres, de voir vraiment ce qui se passe sur cette flèche-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pour de la sécurité, disons-le, très clairement. Donc, il y a tout un élément de sécurité là-dessus. Troisièmement, on va avoir une archive vidéo de tout ce qui va se passer, c'est-à-dire que tout ce qui sera filmé, donc imaginez que sur une flèche, c'est pas gigantesque, sur le plan, ça fait pas 50 mètres par 50 mètres, c'est assez gigantesque, il y a 8 caméras qui filment en temps réel sur toutes les coutures, donc il y a un archivage vidéo qui va se faire aussi sur toutes les étapes de remontage, et l'autre élément aussi, ça va être pour la diffusion, c'est-à-dire de montrer aussi ce qui se passe. On va pouvoir choisir des éléments de vidéo, pouvoir les diffuser sur Internet, pouvoir montrer ce qui se passe réellement, etc., etc. Donc ça, c'est un élément qui va être mis en place au dernier moment, parce qu'il faut déjà que le chantier attaque pour qu'on puisse s'installer. Et il faut que la galerie, enfin que tout le parcours de médiation soit fait pour qu'on puisse installer la régie, toutes les zones de câblage, etc. En sachant que rien que les câbles, déjà, c'est c'est une histoire, parce qu'on parle de centaines de mètres, et on parle de diffuser en flux direct 8 caméras non-stop, donc c'est un peu plus complexe que ce qui n'y paraît, quoi. Donc ça c'est un des éléments de la mission 3.
L'autre élément aussi, c'est d'avoir une caméra à l'extérieur du chantier. Donc c'est une caméra qui sera installée au niveau de la mairie, donc ce sera plutôt le point de vue que vous voyez en bas là, qui va filmer le chantier en temps réel, 24 heures sur 24, et ça ce sera diffusé tout le temps sur le site de la Flèche. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer l'évolution du chantier à n'importe quelle heure, de pouvoir réaliser aussi des timelapses, etc., etc. Des caméras de chantier maintenant ça se fait un peu partout, quoi. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi montrer pas qu'au public qui est sur place, mais pouvoir montrer à l'extérieur ce qui se passe. Parce que bien évidemment, ce qui sera filmé sur le chantier ne pourra pas être diffusé à l'extérieur, tout simplement parce qu'on va avoir des personnes qui vont travailler dessus, et ne serait-ce que pour le droit à l'image et toutes ces choses-là, c'est très très compliqué. C'est une angoisse. Donc cette partie-là, après la mission 4, donc la fameuse mission 4, donc la mission 4, il y a, on a un espace qui est hors parcours classique, donc c'est un parcours spécifique. Donc il y aura des sièges rotatifs qui vont être installés avec des casques autonomes. Je vous invite à aller sur notre stand qui est de l'autre côté. Ça vous permettra de voir de quoi je parle, si vous y êtes pas allé encore. Donc vous avez des casques autonomes, et là l'objectif c'est de montrer les métiers. Donc comme vous allez à l'extérieur du chantier, vous allez voir la taille de pierre, les forgerons, etc., etc. Mais vous allez voir, vous allez assister, vous n'allez pas expérimenter. Là, l'objectif, c'est de se mettre au cœur d'un chantier médiéval et d'expérimenter avec les outils que l'on a, d'expérimenter la taille de pierre, d'expérimenter la forge, d'expérimenter la maîtrise d'œuvre. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est la partie la plus importante au départ parce que sans ça, il n'y a rien. Je vous zappe un peu. Donc l'objectif, c'est de travailler sur différents tableaux. Donc on appelle tableau, c'est les métiers. Là, pour cette V1, il y aura 2 métiers sur lesquels on va se concentrer. Ça va être sur la maîtrise d'œuvre, qui est le socle commun de tous les métiers, parce que sans ça, rien ne peut être fait. Donc sur la maîtrise d'œuvre, l'objectif, alors je reviens un peu en arrière, on est sur de la VR, donc l'objectif, c'est de ne pas faire quelque chose qu'on puisse faire dans la réalité. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc si vous allez poser des pierres comme ça et monter un mur, autant le faire dans le réel, le VR n'apporte rien, il n'y a pas de plus-value. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus immersif et interactif. Donc là, on est sur le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre travaille devant une maquette, et en fin de compte, la maquette prend vie. Et sur cette maquette-là, c'est lui qui va devoir anticiper les aléas de météo, par exemple. Il y aura la foudre qui va tomber sur la maquette, donc il va devoir vite pouvoir prendre ses petits... attribuer les charpentiers, les tailleurs de pierre, les forgerons, etc. Donc là-dessus, c'est très 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 ludique. On travaille sur quelque chose de très ludique, mais c'est de pouvoir comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de ce métier-là, la responsabilité aussi qu'il a, et de pouvoir anticiper tout ce travail-là. Le deuxième métier sur lequel on va se concentrer pour l'instant, pour cette V1, donc pour la sortie au printemps de l'année prochaine, c'est sur la taille de pierre. Donc là encore, sur la taille de pierre, l'objectif, c'est d'utiliser les outils, donc les vrais outils tels que c'était, pas les outils actuels, on n'est pas sur quelque chose d'automatique, et de pouvoir dégrossir des pierres, de pouvoir les poser, et de pouvoir aussi voir l'évolution de la flèche au fur et à mesure qu'on taille de la pierre. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu moins onirique que le premier, mais là, on va pouvoir expérimenter différents outils qu'il y a, faire des bêtises, parce qu'on n'est pas tous taillés de pierre, on va le premier. Donc, si on se plante, la pierre casse, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a tout un élément de gamification là-dessus, en sachant qu'on est quand même sur une trame immersive, réelle, si on est sur un chantier médiéval, tous ces éléments-là. La partie taille de pierre, donc je vous réinvite à aller à aller, de l'autre côté sur notre stand, parce que on a quelque chose d'équivalent qui vous permet de voir ce que ça pourrait être en VR, cette taille de pierre. Donc, comme je disais, on est sur un chantier médiéval là-dessus. Quelques chiffres clés. Donc, pardon, je reviens sur un truc. Donc, on a parlé des 4 missions. Il y a encore d'autres missions derrière, mais qui sont pas forcément liées directement sur la partie guerre didactique, chantier médiéval, etc., etc. Donc, je les mets de côté pour l'instant. Mais c'est des missions annexes, notamment sur la com, sur ces éléments-là. Mais je pense que c'est peut-être pas le lieu pour en parler. Pour finir, donc, je viens juste sur l'équipe AGP parce que on parle de l'équipe AGP, donc il y a 9 personnes qui bossent dessus à temps complet.
dont moi qui bosse quasiment les 2 tiers de mon temps là-dessus. Mais il y a également d'autres sociétés avec qui on travaille, notamment avec Mosquito, qui a un stand pas très loin, qui travaille sur la galerie didactique, avec Phosphore, qui s'occupe du matériel pour la projection, et c'est pas une mince affaire, parce qu'on est sur un espace qui est pas juste un cube, c'est un peu plus complexe que ça. En sachant que le chantier est un chantier qui est censé être démonté d'ici, tout le parcours est censé être démonté d'ici 5 ans. Oui, c'est ça. Ce sera démonté. Voilà, d'ici 5 ans. Donc on est sur de la structure tubulaire type échafaudage. Donc ça ramène beaucoup de complexité. Beaucoup de complexité. Sur toutes les missions d'ailleurs. Là-dessus, donc on a Phosphore qui s'occupe du matériel, on a Spectrolab que j'ai cité tout à l'heure pour la partie projection. Je pense pas en avoir oublié. Donc on est nombreux. On est 5 entreprises à bosser sur ce projet-là. Donc que chez AGP, il y a 9 personnes, mais après il y a les autres entreprises qui bossent dessus. Donc ça demande un sacré travail. On y est depuis février de l'année dernière. Et ça commencera début de l'année prochaine. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions, s'il y en a. Alors, je suis désolé, avec les projecteurs que j'ai dans les yeux, je ne vois pas très bien la salle. Mais du coup, je vous invite à vous manifester. J'aperçois une main au fond. Non, il y a une équipe, il y a un scénographe, il y a l'agence Vast qui travaille dessus. Donc il y a un scénographe qui bosse sur cette partie-là. Nous, on s'occupe vraiment de la partie numérique. Alors, c'est en cours de réflexion. C'est un projet qui est en cours de développement. C'est en cours de réflexion, mais effectivement, il y a un système participatif qui prendra très probablement forme de NFT et d'autres formes sur la reconstruction de la flèche, notamment on a un asset de 20 000 pierres. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cet asset-là pour créer un système participatif là-dessus. Ouais. Oui. Très bonne question. Il y aura 2 catégories différentes d'artisans. Il y a des artisans qui sont des artisans avec lesquels nous travaillons déjà, qui sont des artisans médiateurs, démonstrateurs. Certains sont des compagnons. On a même un meilleur ouvrier de France parmi eux, qui interviennent déjà depuis quelques années avec nous dans le cadre de nos ateliers d'été. D'ailleurs, la 5e et dernière saison des ateliers d'été reprend là dans très peu de temps. Donc, je vous invite aussi à venir les rencontrer, notamment le samedi, le dimanche, en semaine, aussi des jours. En tout cas, vous pouvez aller voir sur notre site internet pour voir le calendrier de nos ateliers. Et ce sont les artisans, pas seulement avec eux, mais aussi avec d'autres, parce qu'il en faudra davantage, que nous allons travailler pour toute la partie chantier visitable. Pour ce qui concerne la reconstruction de la flèche, c'est un petit peu différent, puisque là, se passera dans le cadre de marchés passés avec des entreprises spécialisées, marchés qui ne sont pas encore publiés, que nous allons publier très prochainement, et qui nous amènera à sélectionner une ou plusieurs entreprises, notamment, alors il y aura plusieurs lots, il y a aussi du bois dans cette flèche, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, il y a des lots bois, un très important lot taille de pierre, maçonnerie, vous vous en doutez. Donc là, ce seront des entreprises spécialisées qui interviendront, mais elles le feront sous les yeux du public, c'est-à-dire que autant vous avez donc le chantier visitable avec les loges qui sont plutôt des espaces de médiation, mais à l'arrière du chevet seront installés les tailleurs de pierre des entreprises qui travailleront donc sous les yeux du public. Ça nous paraissait aussi extrêmement important de ne pas simplement être dans une médiation et une démonstration de gestes qui se feraient ailleurs,
Certains se feront ailleurs, en atelier notamment, mais une partie significative de taille de pierre manuelle se déroulera sur le site et donc sous les yeux du public. Et vous aviez une deuxième question, je crois. Ce sera compliqué. Réservé peut-être un jour à un tout petit nombre de personnes pour rentrer dans l'escalier, extrêmement étroite. C'est pas du tout fait pour être visité. Elle n'a jamais été conçue comme ça. Et très peu de gens montaient dans la flèche médiévale déjà. Donc je suis pas sûr que ça aurait un immense intérêt. Encore que ça permet de voir quand même les parties intérieures qui sont quand même assez spectaculaires. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour montrer aussi l'intérieur, nous, à travers des films, des maquettes, tout pour expliquer cette construction fabuleuse. Mais monter dans la flèche, ce sera très compliqué. Je vous en prie, madame. J'imagine que vous envisagez déjà l'histoire d'après, parce que finalement, on est sur un concours. Maintenant, vous êtes passé, vous avez dit 4 ans. C'est ça. Est-ce que vous nous parlez de dispositifs là qui seront implémentés tout le long de ce chantier et qui d'ici à 5 ans disparaître? Est-ce que vous envisagez déjà, vous réfléchissez déjà Bien sûr. Voilà, à la pérennisation, à la Tout à fait. Merci pour cette question. Effectivement, le centre d'interprétation, en principe, a priori, doit déménager une fois que le chantier est terminé, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2029. Toutefois, il y a aujourd'hui une option dans le projet architectural qui est la reconstruction du beffroi et le remontage des cloches. À ce stade, ce projet n'est pas encore financé. On va, dans quelques temps, chercher notamment des mécènes sur cette partie-là spécifique. Et dans ce cas, eh bien, nous pourrions peut-être, en quelque sorte, rester ouverts parce que le chantier changera un peu. Ce sera plus le chantier de la flèche, ce sera le chantier du beffroi et des cloches, avec de la valorisation d'autres métiers, certainement, d'autres matériaux et techniques. Donc ça, c'est une hypothèse. Ensuite, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que si on doit démonter en 29 ou éventuellement un peu plus tard, dans tous les cas de figure, on travaille à un héritage pour cette aventure de la flèche à Saint-Denis et de pouvoir redéployer les dispositifs de médiation sur un autre site très proche de la basilique, un espace qui s'appelle l'îlot du Cygne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Saint-Denis, qui est un ancien site de fouilles, où nous avons le projet, par ailleurs, et je ne vais pas en parler en détail parce que je pourrais en parler pendant très longtemps et ce n'est pas du tout le lieu, un projet de centre de formation au métier d'art, projet qu'on essaie de développer pour 24, 25, quelque chose comme ça, sur cet espace, et qui pourrait également, à l'issue du chantier de la flèche, accueillir tout ou partie des dispositifs de médiation, puisqu'il ce sera toujours intéressant de continuer à pouvoir raconter ce qu'a été ce chantier de la flèche. C'est des investissements qui sont des investissements importants, vous vous en doutez, et pour un équipement éphémère, ce serait un petit peu dommage que le public ne puisse pas continuer à voir et à apprendre un certain nombre de choses sur la basilique de Saint-Denis et donc sur sa flèche. Donc voilà, donc oui, bien sûr, on a je dirais pas des coups d'avance, mais en tout cas, on réfléchit bien sûr à la suite, oui. Alors, je vois pas très bien la salle, pardonnez-moi encore, je sais pas s'il y a des mains qui se lèvent, sinon je vous invite à vous manifester directement. Non, ça a l'air bon. De toute façon, je crois qu'on a épuisé le temps imparti. On avait jusqu'à 15, il est 14. Merci beaucoup à tous. Merci à tous pour votre attention, pour vos questions. Et on espère surtout vous compter parmi nos premiers visiteurs au printemps 2024. N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association, vous aurez là toutes les informations et on aura l'occasion de communiquer de toute façon dans les prochains mois sur l'ouverture de ce nouveau site culturel à Saint-Denis. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.